Bien, mesdames, messieurs, chers amis, c'est un plaisir et un honneur pour moi de parler en cette arène, mais je dois dire quand même qu'intervenir comme historien dans une assemblée comme la nôtre, ce devrait être d'abord faire assaut ou profession d'inutilité. C'est-à-dire qu'il me paraît nécessaire pour commencer de dire que les jours futurs de la ville n'ont que faire de son passé urbain, que les encombrements de Paris dont parlait Louis-Sébastien Mercier se sont, on le sait, récemment complétés de l'encombrement mémoriel, de ce fardeau de la mémoire et qui n'est jamais qui au fond devient sensible au moment où on le perd, on le voit bien, quelle émotion patrimoniale, pour reprendre l'expression de l'anthropologue Daniel Fabre, provoque en nous toute destruction de monuments, mais nous savons aussi, depuis les années 70 et 80, combien la thématisation de l'opposition entre histoire et mémoire structure non seulement nos champs disciplinaires, mais aussi, d'une certaine manière, les débats politiques. Donc, il y a une sorte de bruit de fond, ou en tout cas de certitude partagée, qui est qu'au fond, nous devrions nous méfier d'instinct de tout ce qui viendrait encombrer notre aujourd'hui et qui ne serait de l'ordre au fond que de l'obsession mémorielle. Vous voyez par exemple comment aujourd'hui un aménageur doit se prémunir, y compris du point de vue assurantiel, contre ce qu'il appelle le risque archéologique. Le risque archéologique, c'est effectivement de devoir payer, financer une opération d'archéologie préventive, mais dire cela, considérer le passé comme un fardeau, c'est au fond acquiescer à cette thématisation entre l'histoire et la mémoire qu'il me semble en fait devoir être critiquée. Pourquoi ? Pourquoi je dis à la fois qu'on doit partir de là et on doit tenter de dépasser cette opposition. On doit partir de là. Chacun ressent d'instinct que ce que Nietzsche a dénoncé en 1875 dans sa seconde considération intempestive, l'inconvénient des études historiques pour la vie, vaut aussi si on parle de la ville. C'est-à-dire que, bien sûr, si on doit traduire ce que Nietzsche disait dans notre au fond, dans ce que l'on pense aujourd'hui, je dirais qu'il appartient aux historiens, il appartient à la discipline historique de prouver le contraire, de prouver qu'elle s'adresse, sinon à un principe vital, du moins qu'elle s'adresse à nos vies. Et je retiens d'ailleurs que Nietzsche mettait en exergue de son livre une phrase de Goethe qui mériterait d'être au fronton de toutes les universités, anciennes et nouvelles. Du reste, je déteste tout ce qui ne fait que m'instruire sans augmenter mon activité ou l'animer directement. Augmenter mon activité ou l'animer directement, augmenter, animé, c'est bien ainsi, au fond, qu'on peut comprendre le passé non comme un fardeau, mais comme une ressource d'intelligibilité, comme une énergie fossile, en somme, qui est toujours déjà là et susceptible de réactivation. Je suis médiéviste dans le civil, et donc ma langue de travail, outre l'italien médiéval, c'est le latin, et le latin distinguait, en tout cas le latin des humanistes, distinguait deux mots pour dire le passé de la ville, mais pas seulement. Ce qui était dépassé, usagé, hors d'usage, ce qu'on devait au fond considérer avec respect, mais sans en faire autre usage justement que, je dirais, la vénération de ce qui a eu lieu. C'est ce qu'il appelait la vétustas, ce qu'on appelait la vétustas. En revanche, il y a un passé actif, un passé énergique, un passé toujours à rafraîchir, qu'on appelle l'antiquitas. L'antiquitas, c'est pas tout le passé. C'est ce qui,
dans le passé nous permet effectivement d'imaginer un futur possible. C'est comme cela, au fond, c'est en suivant la leçon des humanistes que l'on peut comprendre que, finalement, c'est quelque chose d'assez banal aussi dans la philosophie contemporaine, il n'y a d'héritage qui ne se discrimine. Tous les héritages se discriminent, il y a toujours la nécessité dans une ville comme dans la vie, comme dans toute collection, et je m'expliquerai tout à l'heure sur ce terme de collection, dans toute collection d'objets de valeur, il y a la nécessité de discriminer l'héritage, et au-delà effectivement de ce à quoi logiquement, on assigne comme rôle social les historiennes et les historiens, disons, prendre soin de la part morte de nos sociétés, eh bien, on peut affirmer au contraire qu'ils ont aussi un savoir, peut-être une expertise, je reviendrai à la toute fin sur cette question, peut-être une expertise sur la manière de discriminer l'héritage. Ce qui, évidemment, du point de vue urbain, a une valeur, je dirais, d'évidence, une valeur d'usage, qui est que nous savons bien que, du point de vue de ses formes matérielles, une ville est faite d'une juxtaposition de temporalités hétérogènes, de formes qui ont survécu à leur fonction, et que habiter la ville, la transformer, ou même simplement l'énoncer, c'est mettre en contemporanéité eh bien, ces fragments disjoints de la mémoire urbaine. Ça, c'est ce que Bernard Le Petit a appris à des historiennes et historiens de l'urbain comme moi, ou en tout cas de ma génération, c'est-à-dire qu'au fond, la ville vivait toujours au présent, et que ce présent, c'était un passé discriminé, qu'il y avait effectivement que ce que nous appelons notre aujourd'hui n'est rien d'autre que du passé sédimenté, mais que tout ne se conserve pas de la même manière dans ce passé, et que l'opération d'urbanisme, l'opération d'aménagement consiste précisément à aller chercher justement l'antiquitas dans le passé. Donc oui, nous sommes des antiquaires. Nous sommes des antiquaires au sens, je dirais, presque premier du terme, au sens de ce que la discipline historique sur l'urbain a à nous offrir, y compris du point de vue de ses ressources archivistiques. Au fond, comme historiens de la ville, nous sommes toujours déterminés par le classement des archives. Et le classement des archives, il distingue ce qui a à faire avec, disons, l'histoire ecclésiastique, et ce qui a à faire avec la storia patria, c'est-à-dire ce que les historiens, par exemple, de l'Italie connaissent très bien, c'est-à-dire le fait que la municipalisation des pouvoirs, à un certain moment, a rétroprojeté non seulement sur le passé une certaine conception de la ville et de ses pouvoirs, mais aussi dans le classement même de ses archives, la possibilité de contrarier ce discours sur le passé. Donc ça, c'est quelque chose effectivement qui fait de nous des antiquaires, mais pas au sens d'un dévot du passé irréductible et inconditionnel, mais d'un chercheur de ce qu'est l'antiquitas. Si vous songez par exemple à ce que Walter Benjamin disait de la collection, par exemple dans son magnifique article sur Édouard Fuchs qui était l'homme qui voulait manger tout Paris, écrit-il dans un article des années 30, c'est un Allemand qui collectionne et les caricatures de Daumier et les jouets russes, et qui d'une certaine manière crée une collection. Eh bien cet acte-là, d'aller ramasser les rebuts de la ville moderne, d'aller être le chiffonnier de la modernité, c'est quelque chose qui est fondamentalement lié à un savoir historique sur la ville. Est-ce que ça a une valeur ? Est-ce que ça a une valeur sociale au-delà de la curiosité, au-delà de la nécessité du gain de la connaissance, qui doit surtout nous animer, et nous sommes évidemment amenés, et au fond c'est pas totalement anormal, à justifier notre existence et nos intérêts par leur
portée sociale, mais on doit aussi ne pas oublier de temps à autre de dire que le gain de connaissance est un bien en soi et pour soi, et qu'à certains moments, il n'a pas non plus à se justifier autrement que par lui-même. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement qu'il y a dans la question de la patrimonialisation des objets urbains et dans, au fond, ce que je propose d'appeler le travail historique sur la mémoire qui est tout entier de discrimination de cet héritage, il y a la possibilité d'un enrichissement. Et un enrichissement au sens non seulement monétaire, mais social. J'ai mis dans mon résumé que j'entendais enrichissement au sens de la sociologie critique. Plus précisément, c'est la sociologie critique de la critique, c'est-à-dire la critique de Pierre Bourdieu par Arnaud Esquer et Luc Boltanski dans un livre récent qui s'appelle Enrichissement et dont je crois qu'on n'a pas encore compris la portée véritable, puissante, sociale, qui est de faire une nouvelle théorie de la valeur, et de la valeur dans des vieux pays comme les nôtres, où, évidemment, nous avons essentiellement un passé à faire fructifier. Et qu'est-ce que ça veut dire d'être riche de son passé? Ça veut dire qu'au fond, la ville est une juxtaposition d'objets urbains qui ne prennent leur valeur que dans, effectivement, le fait d'être amassé dans ce que les sociologues Boltanski et Esquer appellent une collection. Et c'est là où les anciennes pratiques sociales des antiquaires, d'Édouard Fuchs ou même de mes humanistes italiens, s'arriment au futur des villes. Parce que la collection, ça consiste au fond à aller rechercher dans le patrimoine urbain ce qui est susceptible effectivement de réaffectation au présent. Par exemple, dans ce livre, il donne deux exemples. Pour ce qui nous intéresse, l'exemple des vestiges industriels de la ville d'Arles ou un autre exemple d'invention d'un passé artisanal et industriel dans une toute petite ville de l'Aubrac, la Guiole, dont chacun est persuadé aujourd'hui que c'est de tout temps le lieu où on fabrique des couteaux. Or, c'est à la fin des années 70 seulement qu'on a été, parce que cette petite ville était en déshérence, qu'on a demandé à certains artisans de la Guiole d'aller à Thiers, c'était quand même à 200 km, et s'enquérir de la fabrication de la coutellerie traditionnelle. Et comme en plus on avait tout un mouvement de patrimonialisation des traditions à Aussay, la Guiole, etc., aujourd'hui, lorsqu'on coupe son laguiole, le fromage, avec un laguiole, le couteau, on est persuadé de faire un geste immémorial, alors qu'en réalité, on produit une pratique sociale collectionneuse qui a été réinventée dans les années 70. Bon, je suis désolé, c'est ça un historien de la ville comme un historien tout court, c'est quelqu'un qui rajeunit les phénomènes. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui, effectivement, dit de l'invention des traditions qu'elle est plus récente qu'on le croit, qu'elle est beaucoup plus récente qu'on le croit. Mais est-ce que dire historiciser les phénomènes, est-ce que ça revient à les désacraliser, les profaner et les dévaloriser? Il faut avoir une conception solidement religieuse des principes pour croire qu'ils se dégradent lorsqu'ils cessent d'être intemporels. Au contraire, on peut considérer que historiciser la ville, historiciser le patrimoine, historiciser nos principes, c'est rappeler qu'ils sont nés quelque part,
qu'il y avait quelque chose avant eux et qu'il peut y avoir quelque chose après eux, c'est certes les profaner, mais la profanation, et c'est cela pour moi l'usage historique du passé urbain, c'est qu'il faut le profaner, il faut profaner le patrimoine, il ne faut pas considérer que tout est pieusement à conserver. Profaner, ça veut dire faire tomber dans nos mains des réalités historiques et des mains collectives, animées, enrichir, des mains collectives qui, au fond, nous amènent politiquement à nous demander si nous souhaitons ou pas prendre les décisions politiques de les conserver, de les réinventer ou de les écarter respectueusement. Donc ça veut dire au fond que l'historicisation est une forme de responsabilité politique qui est commune. Voilà pourquoi il me semble que le beau mot d'université, où gronde encore l'ancienne injonction médiévale de l'universel, eh bien, peut, sans perdre sa portée universaliste, se concentrer sur un objet, comme l'objet urbain, pour peu effectivement qu'on comprenne ce que les historiennes et les historiens, dont je dis encore quelques mots, peuvent d'une certaine manière apporter à cette question. Je prendrai, si vous le voulez bien, pour imager cette réflexion, une vision que Filippo Brunelleschi, qui est l'architecte génial du dôme Santa Maria del Fiore et de Florence, avait, d'après en tout cas ses biographes, et le premier d'entre eux, pas le premier, mais enfin en tout cas celui qui l'a porté à la postérité, Vasari. Vasari décrit Brunelleschi comme un voyant, davantage que comme un visionnaire. Pour lui, rien n'était invisible. Lorsqu'il se promenait à Rome, il ne voyait pas des ruines. Il ne s'abandonnait pas aux délices esthétiques des ruines. D'ailleurs, proprement, ces ruines, il ne les voyait pas. L'architecture était pour lui une causa mentale parce qu'il avait le don de se représenter Rome avant sa chute. Il voyait sous ses yeux se relever la grandeur des monuments, Roma Restaurata, cette instauration, cette réinstauration imaginaire d'une éternité, là où on a sous les yeux des décombres. Au fond, il y a là une scène originelle de l'architecture. L'architecte, ça relève. Ça relève de deux manières. Ça relève parce que ça fait des relevés d'architecture, ça inscrit quelque part sur le plan la mémoire d'un édifice et la possibilité de le transformer, et ça relève parce que dès qu'il voit des ruines, il pense à, au fond, les effacer, à produire ce que Gunther Anders appelait la destruction de la destruction. La reconstruction, c'est détruire la destruction. Et or, au fond, cette capacité que Vasari admire de Brunelleschi, de voir au fond dans une ville l'état idéal de sa splendeur, nous ne devons pas politiquement lui envier. Je veux dire que cette réalité augmentée peut d'ailleurs inspirer des modes de valorisation patrimoniale. Se promener dans une ville et voir par transparence ou augmentation différents états de son histoire. Mais du point de vue politique, il me semble que cette réalité augmentée est un réel diminué parce que privé de son impermanence. Pourquoi ? Ce que voit un historien dans une ville telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire, je le répète, fragment disjoint de temporalité séparée, ça ne doit pas être, au fond,
un rêve de grandeur et de puissance d'une ville ramenée à l'éternité d'une histoire mise à l'arrêt. Ou alors, on obtient des catastrophes architecturales et urbanistiques, type, enfin je ne veux pas dire de méchanceté, mais enfin vous voyez, Bofill, quoi, par exemple. Bon, c'est-à-dire une sorte d'imagination proprement inhumaine d'une ville ramenée à un moment, et à un moment seulement de son développement. Tout au contraire, ce que tente à, au fond, inspirer du point de vue de l'enrichissement, c'est-à-dire pas seulement du point de vue du gain de connaissances, mais de l'enrichissement social, une vision historique de la ville, c'est pas de chroniquer ces différents passés, c'est pas simplement de documenter ces formes anciennes, c'est de donner à voir et à comprendre, c'est-à-dire au sens propre à imaginer, et de cela effectivement vous pouvez prendre toutes les acceptions techniques ou technologiques, de voir et de comprendre tous ces devenirs possibles, c'est-à-dire non seulement ce qu'elle est, ce qu'elle a été, ce qu'elle pourrait être si on la ramenait à sa grandeur possible, mais tout ce qu'elle aurait pu être. Et c'est cela, effectivement, qui rend réconciliable une pratique antiquaire et une pratique de projet urbain, c'est-à-dire que le projet, pour un historien de l'Italie de la Renaissance, comme moi, qui ai travaillé sur des ingénieurs un peu particuliers comme Léonard de Vinci, bon, ben, vous voyez que Léonard de Vinci, son génie, fut de produire des machines de pensée qui font voir en même temps différents devenirs possibles d'un même objet. Et cela, évidemment, c'est quelque chose qui est devant nous parce qu'on voit, sans nécessairement avoir à dire qu'il prophétise une intelligence numérique dans laquelle nous sommes aujourd'hui, en tout cas, il nous donne des possibilités intellectuelles pour les maîtriser. Un mot pour conclure, si vous le voulez bien, sur cette question de donner justement les moyens intellectuels pour maîtriser ce qu'il nous arrive. Passer au fond de ce que je viens de faire bien maladroitement, c'est une sorte d'archéologie de l'aujourd'hui, à une projection sur l'actualité. L'actualité, c'est très différent du présent. L'actualité, c'est, comme le disait Gilles Deleuze, ce que nous sommes en train de devenir. Ce que nous sommes en train de devenir. C'est-à-dire ce qu'il y a en germe de futur dans notre situation présente. Puisqu'on parle de Gilles Deleuze, j'ai eu la chance d'occuper une chaire qui s'appelait la chaire Gilles Deleuze en 2016 de la Fondation de l'Université de Bordeaux, métropole, démocratie et développement durable, et où pendant un an, il s'agissait au fond, d'accueillir différentes paroles de praticiens de l'urbain. Ça allait des transports à effectivement le patrimoine, les architectes, enfin voilà. Et donc j'ai fait ça pendant un an, et c'est pas sans rapport avec ce qui nous intéresse et nous rassemble aujourd'hui. Et il est tout à fait intéressant de considérer aujourd'hui justement cette expérience avec déjà un peu de recul. En 2016, Bordeaux était, avec d'autres villes, à la pointe d'une réflexion urbanistique, notamment sur la ville connectée, la Smart City, etc. Et c'était
tout à fait, c'est toujours tout à fait enthousiasmant et entraînant. Aujourd'hui, on ne peut pas non plus complètement ignorer le fait que ce surinvestissement politique et urbanistique à Bordeaux a, il y a un an, provoqué des pratiques urbanicides de destruction systématique du centre-ville qui n'était pas sans rapport avec la bonne volonté des aménageurs de le rendre accessible. Bon. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui doit, au fond, nous alerter sur la possible déconnexion entre un discours technocratique sur la ville et des réalités sociales qui les animent, parce que, ultimement, une ville ne se projette pas, une ville ne se décide pas, elle se pratique, et elle se pratique en situation, et ce sont les usages sociaux qui trament le sens des lieux, et aucun architecte, fût-il visionnaire, n'a raison contre les usagers de ces espaces ou de ces édifices. Voilà. Si une place ne prend pas, eh bien, c'est qu'elle n'était pas à prendre. Et si elle n'est pas à prendre, c'est que, au fond, un possible urbain n'est pas accompli. Mais l'histoire, aujourd'hui, est aussi l'histoire des futurs non advenus. Et voilà, au fond, le programme, ou en tout cas la projection, bon, le rêve peut-être que j'avais envie de développer devant vous, la possibilité de rendre non seulement serviable l'histoire à un projet social global, mais à la rendre serviable dans un rôle qui n'est pas simplement un rôle d'agrément, qui consisterait à se rassurer en enjolivant nos rêves des jours futurs de la ville par une rêverie suave ou surannée sur ce qu'elle fut. En ne se contentant pas d'une invention un peu vague d'un patrimoine qui serait au fond toujours à chercher dans le passé, comme le disait Lucien Febvre il y a exactement 100 ans, en 1919, comme une image à notre ressemblance et à notre seule convenance. Là, les historiens n'ont pas à aller chercher dans le passé, comme dans un magasin de curiosité, les vérités à notre ressemblance et à notre seule convenance. Ils ont à rappeler que le passé est une collection, mais que c'est une collection de problèmes. Et qu'une ville, d'une certaine manière, y compris dans ses formes matérielles et politiques, elle porte la mémoire de tous les problèmes politiques, sociaux, urbanistiques, qui, d'une certaine manière, l'ont accueillie et qu'elle a sécrété. Qu'elle a bien mieux à donner à la réflexion contemporaine que le cadre embellissant de son exercice, mais au contraire, le terrain actif, vivant, agissant, vivace, énergique, rafraîchissant, bref, l'antiquitas de nos préoccupations contemporaines. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci pour ce propos introductif. Vous l'avez vu affiché sur l'écran, vous avez la possibilité tout au long de ces 2 journées de poser vos questions aux intervenants. Donc le numéro s'affiche, n'hésitez pas à faire usage de ce numéro pour pouvoir interagir et avoir des vrais échanges dans la salle. Je crois qu'on a une question pour vous ce matin. On va essayer de limiter la séance si vous le voulez bien, parce qu'on a déjà pris un petit peu de retard. Mais la question devrait s'afficher, je crois, sur l'écran. Comment l'antiquaire fait-il pour faire le tri dans l'héritage ? Je pense que ça va avec ce que vous expliquiez tout à l'heure sur la juxtaposition et le fait de devoir rendre en contemporanéité.
Ce tri n'est pas un tri sélectif, c'est-à-dire qu'il n'a pas à décider en fonction de la dignité des objets, ce qui doit être et ne pas être considéré. C'est au fond, c'est moins une décision qu'une description. C'est-à-dire de constater qu'à un moment donné, en société, en situation, pour le plus grand nombre, il y a des choses qui ont de la valeur et d'autres pas. Et qu'il y a des objets urbains qui fonctionnent et d'autres non. Et au fond, il s'agit d'accompagner les usages sociaux. Je pense que, là encore, ma petite expérience de dialogue avec les différents acteurs de la ville, architectes, urbanistes, m'amène quand même toujours à privilégier celles et ceux qui se font une conception non héroïque de leur métier. Voilà. Et qui ne pensent pas qu'ils se grandissent en posant des objets indifférents et hautains dans une ville qu'ils n'ont pas consultée. Donc ça veut dire au fond que cette discrimination, elle est affaire de participation politique. Merci. Je ne sais pas si on a une autre demande, peut-être dans la salle aussi directement, si vous avez une question pour le parrain de cette édition. Sinon, vous aurez de toute façon une session de rattrapage possible, puisque Patrick Boucheron reste avec nous et participe tout à l'heure à une séquence sur la ville durable. Donc vous aurez de toute façon à tout moment la possibilité de revenir vers lui. Mais écoutez, merci beaucoup pour cette introduction. Je vous invite à rejoindre la salle.